Non, mais c'est pas une question de mathématiques. Il est complètement fou. Oh, on est reparti. Attends, on fait quoi? Je cherche les popcorns cette fois. Cette fois, il me faut les popcorns, si vous voulez. Là, c'est... Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur d'être en votre compagnie. Et comme d'habitude, le petit réflexe, vous le connaissez. Tac, le like évidemment. Et également, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. À 10 000, on arrive avec des cadeaux pour vous derrière votre écran. Donc forcément, dépêchez-vous, c'est hyper important. On est évidemment avec nos chroniqueurs tout aussi piquants que délicieux. Comment ça va mon Xavier? Ça va pas mal et toi aujourd'hui? Très bien, on est avec Thomas également, toujours en classique elegance comme le dit son t-shirt. Ah ouais, apparemment, je sais pas ce qui était marqué. Ça va, mon Thomas? Mais je me suis habillé en vert aujourd'hui pour faire hommage au Cercle de Bruges. Et pour te fondre également dans le décor, aussi, pour te fondre dans ce magnifique sofa. C'est pas mal. On va y venir d'ailleurs de ce que tu viens d'expliquer. Je présente d'abord notre troisième chroniqueur. Vous le connaissez très bien, Quentin, le QTNSLN international. Comment ça va? On a profité de la fête des mères dimanche. Exactement, la base, très important. On n'oublie pas les fondamentaux. Ah oui, effectivement, les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est également, je dirais, les surprises qu'on va vous révéler dans les prochaines émissions. Et oui, on sera avec le gagnant, tout simplement, du Football Time Award la semaine prochaine. Ce sera un vrai plaisir, évidemment. Il sera en notre compagnie. On vous fait encore un petit peu de suspense. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de classement général sur le Football Time cette semaine, en tout cas pour le Football Time Player of the Week. On voulait parler de ce que tu évoquais, mon cher Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé à Courtrai pour que Bernd Storck décide de changer de vareuse comme ça? Ça, dans mon langage, on appelle ça une veste réversible, non? Ouais, veste réversible, il retourne dans le club où il a déjà été et il a fait la même chose à Courtrai. Donc bon, ça, en soi, ça me choque pas encore trop. C'est plus le fait que le Cercle de Bruges prenne la décision de prendre un nouvel entraîneur qui me choque parce que c'est déjà le 4e. Et ce qui est vraiment le plus drôle dans le communiqué, c'est qu'il signe jusqu'en fin de saison alors qu'il reste un match, quoi. Enfin, c'est plus une option sur la saison prochaine. Enfin, c'est clair. Virer un entraîneur et en prendre un juste pour un match, mais c'est quoi l'intérêt? Ça n'a aucun sens. Et Ben Storck qui pourrait battre un record, celui de l'entraîneur qui fait descendre 2 équipes sur une même année. C'est quand même assez incroyable, quoi. C'est fou, mais bon, vu que c'est pas trop Eisden, j'y crois pas trop que le Cercle descende, même s'il y a toujours une possibilité. Mais ouais, non, c'est une dinguerie, c'est un vrai cirque ce qui se passe là. Ouais. Autre actualité importante, on a vu Tolu Arokodare, je sais que tu en as beaucoup parlé cette année, mon cher Xavier, qui eh bien tout simplement été chercher le soulier d'ébène, meilleur joueur africain du championnat de Belgique. Il était en lice avec Noah Sadiki, avec Promise David. C'est logique quelque part qu'il le remporte. Oui, non, moi j'aurais peut-être mis un Sadiki par exemple. D'accord. Le problème c'est que je pense on met souvent trop en avant les stats et le fait qu'il soit un numéro 9. Et c'est un bon joueur, il mérite d'être dans le top 2 ou top 3 des meilleurs joueurs d'origine africaine en Belgique. Mais moi, je pense que c'est pas forcément lui que j'aurais récompensé cette année. Ah, c'est pas forcément lui. Thomas n'est pas d'accord. Tu voulais intervenir? Ouais, moi, je voulais pas intervenir sur ce qu'il vient de dire, mais c'est surtout ce que tu viens de dire. T'as dit Promise David ou je me suis trompé? Oui, t'es dans les nominés, El Wadi aussi. Dans le top 3. Ah, je savais pas qu'il était nommé parce qu'il est canadien, on est d'accord, non? Ouais, mais il a des origines africaines. D'origine ivoirienne. Ah, ok, d'accord. Nigériane, pardon. Je pensais qu'une fois que t'avais choisi pour une équipe que tu pouvais plus faire partie. Enfin, je connais pas trop la règle, mais j'étais un peu impressionné. Enfin, bref. Noah Sadiki est né à Bruxelles, on me rappelle. Ouais, je sais, mais il joue pour le Congo, donc c'est plus logique, alors que David joue pour le Canada, et donc il a déjà joué. Effectivement, mais voilà, en Belgique, on s'arrange un peu dans ce genre de cérémonie, vraisemblablement. J'ai compris, mais enfin bref, pour revenir au gagnant, non, pour moi, c'est entièrement mérité que Tolu Arokodare remporte le titre, même s'il a raté une grosse occasion ce week-end. Totalement mérité, donc, que Tolu Arokodare remporte le titre. Je suis assez d'accord, effectivement. On va passer sur une autre actualité rapide, parce que celle-là, forcément, on peut pas l'éviter. On en a parlé, évidemment, en coulisses, un petit peu retardé d'ailleurs l'émission, on vous fait un petit indice, on vous donne un petit peu les coulisses de ce qui se passe. Là, cette fois-ci, forcément, je suis obligé de me tourner vers toi, Quentin. On a eu Xavier sur le soulier d'ébène, on a eu Bernd Storck avec Thomas. Marc Wilmots, directeur sportif du Standard de Liège. Surprise générale, hein, parce que c'était vraiment pas ce qui était dans les rumeurs et tout, donc donnons-lui le bénéfice du doute. C'est quand même quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît l'ADN du Standard, et on en a parlé aussi en off. Je pense que s'il vient, c'est quand même qu'il a des garanties, parce que je pense pas parce qu'il avait déjà été interviewé à ce sujet, qu'il était pas très chaud apparemment de ce qu'il disait en public. Donc s'il vient, je pense qu'il a eu des garanties, lesquelles
On en le saura peut-être plus tard. Donc ouais, à voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner et essayer de chasser un peu ces eaux troubles qui planent au Standard. Donc globalement ce mardi, donc le jour où on tourne cette émission, c'est Giacomo Angelini, le nouveau CIO du club, qui doit venir annoncer son projet, annoncer tout simplement présenter quel va être le Standard pour les prochaines semaines, on va dire les prochains mois. Ce qu'on a pu récolter comme information, c'est que il y a eu quand même un espèce de cadeau de la part des Caps pour ramener les dettes à zéro alors qu'elles étaient de 30 millions, plus en fait un apport de fonctionnement de 30 millions d'euros qui sera en fait remboursé sur 10 ans à hauteur de 7% d'intérêt. Voilà à peu près les informations qu'on peut vous donner. Et alors derrière, effectivement, peut-être un Axel Witsel, on sait jamais. C'est ce que j'allais dire. Derrière Marc Wilmots, il y a peut-être Lucia Donofrio, il y a peut-être Axel Witsel, il y a peut-être tous ces gens-là. C'est ça. Ce qui est certain, c'est quand on regarde, et là je m'intéresse à toi, mon Thomas, quand on regarde le bilan de notre ami Marc Wilmots à Schalke 04, c'est quand même pas fameux. 9 mois d'expérience comme directeur sportif, il a fait descendre Schalke. Ça fait pas rêver en effet. Mais bon, comme il disait Quentin, faut lui donner le bénéfice du doute. Moi, je suis pas trop emballé par l'idée, mais je lui laisse sa chance. Tu vas lui laisser sa chance quand même. Quand même. Avec un je trouve ça quand même assez bizarre. Ça fait un moment qu'il est plus dans le football belge, même dans le football en général. Je trouve, même si bon, il avait quand même une expérience récente du côté de Schalke, mais je suis pas fan de l'idée. Moi, je trouve en tout cas que c'était un excellent consultant. Je l'appréciais beaucoup. C'est ça, en fait. Tu le vois souvent à la télé et maintenant tu vas le voir en tant que directeur sportif d'un club. Je sais pas, je suis dubitatif. Ouais, moi aussi, effectivement. J'ai plusieurs doutes, notamment pour son implication et également la manière dont il va pouvoir négocier. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, avec, parce qu'on le sait, il a eu quand même à un moment donné dans sa carrière un peu un rôle de manager, d'agent avant d'être directeur sportif, c'est qu'il a déjà des contacts avec beaucoup d'agents, etc. Et on le sait au Standard de Liège, désormais c'est Pierre-François qui va négocier les contrats de joueurs, que ce soit pour les ventes ou que ce soit pour les achats, et également les prolongations. Donc, est-ce que c'est peut-être pas là juste un binôme intéressant pour Pierre-François pour pouvoir simplement amener des dossiers que Pierre-François va ensuite finaliser, ou alors vont-ils travailler ensemble? Mais on sent que là, on est vraiment revenu à l'ancienne, quoi. On a sorti les vieilles popotes, quoi. Des fois, c'est ce qu'il faut peut-être faire pour retrouver l'ADN du Standard. On sait que c'est quand même un public qui a une certaine ferveur et tout, et avoir des gens qui ont joué là, qui connaissent le club et tout, ça pourrait être intéressant. Donc, comme on l'a dit, je pense pas qu'il serait venu comme ça, sachant que quand tu sais, il faut déjà oser venir dans une situation. T'en as parlé précédemment. Ouais. Il y en a plusieurs qui ont refusé le poste parce que faut être assez courageux, je pense, pour se lancer dans une aventure comme ça quand tu sais qu'il y a encore ACAP et tout qui est derrière. Faut oser. Donc, je pense qu'il doit quand même avoir des sérieuses garanties. Et puis, t'en as parlé, l'avenir du coach déjà est incertain. T'as lancé l'info en exclusivité aujourd'hui avec Ivan Leko, potentiellement vers Athènes. Est-ce qu'on va retrouver un Karel Gerhardt qui connaît le championnat belge, peut-être sur le bord au Standard, parce qu'on sait qu'il a travaillé à Schalke avec Marc Wilmots. Donc, Karel Gerhardt au Standard, ça pourrait être intéressant. N'est pas contre. Voilà. Karel n'est pas fermé. Qu'on a eu ici aussi également. On a eu également dans l'émission, ça je peux vous le confirmer, il n'est pas fermé à l'idée, à voir si pour sa carrière c'est vraiment la meilleure idée d'aller au Standard, sachant les situations et le problème que c'est d'être au Standard en ce moment. Quand on voit un entraîneur de la qualité d'Ivan Leko, on en reparlera la semaine prochaine parce que je vous demanderai quel est l'entraîneur de l'année et quel est le meilleur entraîneur du Jupiler Pro League. Mais quand on voit sa qualité et ce qu'il a réussi à faire et la façon dont la décrudescence de ce club, il est en train de la porter aussi avec lui, c'est pas assez nécessairement pour le développement d'un entraîneur, je trouve la meilleure idée que de signer au Standard. Après, c'est pour lui que je réfléchis pour lui. Hein, mais il avait pas dit quand il était venu ici, je ne suis plus sûr de ce que je dis, mais il avait pas dit qu'il voulait pas être en Belgique et qu'il préférait aller à l'étranger, pardon. C'était sa priorité, ouais, c'est ça, on est d'accord. Ouais. Après, ici, là, il y a Marc Wilmots qui connaît et tout, ça peut changer aussi un peu les choses. Ça peut peut-être influencer son choix. Voilà. Ouais, de toute façon, il faudra régler d'abord la question d'Ivan Leko avant d'entamer notre entraîneur. Hein, ça me semble relativement logique. Mais ça va bouger, quoi. Et voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais, donc effectivement, l'information, c'est simplement une prise de condition, là. Hein. On essaye de se renseigner pour savoir dans quelles conditions serait possible un départ, sachant qu'Ivan Leko, sa priorité, c'est de rester, lui qui vit d'ailleurs, hein, tout près de là où on tourne en ce moment, du côté d'Anvers, vraiment en Belgique. Il souhaite rester pour raison familiale en Belgique. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui vont à un moment donné être amenées à bouger, mais effectivement, ça veut dire que c'est un entraîneur qui a bien travaillé parce qu'il suscite quand même de l'intérêt d'un relativement grand club en Grèce, quoi. Est-ce qu'on va passer au happening? Vas-y, allez. Allez, on passe au happening. Vous voulez jouer? Ouais. Vous avez envie de jouer? Yes, on va jouer, on a envie. On s'amuse un peu là, on a parlé trop sérieusement pour démarrer l'émission. Ouais, en fait, là, le jeu, c'est trouver l'intrus. Donc, je vais vous citer 5 joueurs.
Je ne vais pas expliquer quelle est la règle ou autre. Faut trouver le joueur qui ne doit pas faire partie de la liste que je vais citer. Donc il y a 3 tours, donc 3 points à prendre. Je vais démarrer. Sven Kums, Syriac, Trebel, Chité, Mbokani. Et donc je choisis. Non, faut trouver l'intrus des 5. Pour quelle raison? Il a pas joué au Standard de Liège. Voilà, t'as vu, il bien comprend joué. toujours les règles 15 ans après. Non, mais moi oui, c'est vrai. Voilà, c'est la vérité. Mais Au football, il c'est a toujours trouvé. moi qui étais derrière pour les consignes, tu vois, l'entraînement. C'est vrai. Allez, tour 2. Zorgan, Brahimi, Kadri, Belgali, Titraoui. Oh, alors ça veut dire qu'il a pas joué au Paradou, c'est ça? Celui qui Non, n'aurait pas joué Belgali, au Pas Paradou? ça. Non. Qui a pas joué en équipe nationale algérienne? Ouais, il y a un truc Ça avec peut être l'Algérie. tout, ça peut C'est un être truc tout. l'Algérie d'office. Ça Donc peut être toutes les Bengali, raisons. c'est non. Non, c'est pas ça. Ouais. Ça peut être n'importe quoi comme raison. Donc, Vous voulez que je redise? Je Ouais, peux. on redit les noms. Ouais. Zorgan, Ouais. Brahimi, Kadri, Belgali, Titraoui. Moi, je pense que c'est Brahimi. Pourquoi tu penses que c'est Brahimi? Je sais pas, mais je le sens. J'ai un feeling Brahimi. Bah, ton feeling C'est est pas bon? merguez. C'est pas bon? Elle est Non, c'est pas merguez. ça. Allez, alors là, Zorgan. tu es merguez. Pourquoi? Parce que ça finit pas avec un I. Exactement. Vraiment? Wow. Ah, je me suis dit ça, c'est que tu con. Justement, Ça, c'est vraiment merguez. j'ai joué sur Oh le là fait là. que ce soit des Algériens et que vous ayez le doute, tu vois, c'était Ah. un peu, Moi, le j'allais dire truc. qu'il y en a qui a pas joué en France ou un truc Non, comme ça. non, c'était Sérieux, pas ça? ça. Ah, c'est bon, j'ai gagné. Voilà. Allez, Allez, dernier. maintenant que j'ai compris la règle, à la fin du truc, à moi jouer maintenant. Il y a un troisième tour, Stukers, Van Hout, Van den Bosch, Talbi et Heymans. Ah, ça, c'est compliqué parce que, en plus de ça, on peut pas s'affilier au poste parce que c'est pas du tout le C'est même pas poste. le poste, ça n'a rien à On voir avec peut le pas poste. s'affilier à la Et nationalité. qui est parce Stukers, que- Talbi, Heymans? Stukers, Van Hout, Van den Bosch, Talbi, Heymans. Ah, moi, je pense Van que c'est den Bosch. Heymans. Non, Je pense que c'est Heymans parce Non. qu'ils sont pas passés par Bruges tous ou un truc comme ça. non, Non. C'est quoi? pas ça. C'est Emmanuel quand même? Non, c'est pas Heymans. Ok. Non, toujours pas? Non. Bah, t'étais dans la bonne direction, mais je pense que tu l'as viré parce que tu pensais que c'était pas ça, mais c'est Talbi, parce que c'est le seul joueur qui n'a pas la nationalité belge sportive, je parle, hein. Sportive. Incroyable. Ben oui, Ouais. mais voilà, ben comme T'étais quoi il pas faut... loin, mais I have to trust myself better. Non, je dois avoir plus confiance en moi. Non, mais ok, super. Merci en tout cas pour Avec ce plaisir. petit happening. Et donc, je vais vous demander de prendre vos pancartes, messieurs, Allez, go. puisqu'on va passer, vous le savez, comme le veut l'adage, directement au d'accord, pas d'accord. Et on démarre d'ailleurs avec eh bien un club zébré. Hein, est-ce qu'on partirait pas au safari, mon cher pourrait y aller. Xavier? Allez, on y va. Vainqueur des playoffs 2 grâce au partage du Standard de Liège contre le KV Mechelen. Charleroi peut battre le Royal Antwerp Football Club 5e des Champions Playoffs s'ils jouent comme ils l'ont fait ce week-end contre Westerlo. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase au vu de ce qu'on a vu évidemment du match entre l'Antwerp et la Gantoise? On est d'accord. ah, ils ont confirmé du côté de Xavier, visiblement. On est d'accord du côté de Thomas et on est d'accord du côté de Quentin. On va démarrer avec Quentin. Tiens, pourquoi es-tu d'accord? Yes. Parce que j'ai été très surpris, très déçu de la défense de l'Antwerp. Le premier quart d'heure. Oh, Ouais, mais- ça m'a fait peur. Oh, franchement, d'un niveau comme ça, en playoff 1, les boulevards qu'ils ont laissés, on parle de la Gantoise, quand même, on parle de l'équipe la plus mauvaise des playoff 1, qui s'est créé un nombre incalculable d'occasions, et même Van den Bosch, tous, ils étaient perdus, ils laissaient des trous, même le joueur, il part du milieu de terrain, je sais plus qui c'est, il part du milieu de terrain, il continue, il accélère, et il laisse l'espace comme ça, mais j'ai jamais vu ça dans un tel niveau, normalement, en division 1 belge, et on parle des playoff 1, donc ouais, ça fait peur, et Charleroi, c'est 16 buts marqués en 8 rencontres de playoff 2, donc une équipe qui, justement, offensivement, est en forme. Donc si l'Antwerp joue comme ça, Charleroi peut clairement se qualifier pour l'Europe. Thomas. Ouais, non, c'est sûr, quand j'ai vu la composition d'équipe avant le début du match face à la Gantoise. Après, Doyle était suspendu, donc Oui, mais j'ai vu Riedewald en défense centrale, je me suis dit, ah ouais, ok, ça va être compliqué. Bon, finalement, le score c'est chaud. montre l'inverse, mais faut pas oublier vraiment ce qui s'est passé, comme disait Quentin, le premier quart d'heure. Tu voyais que c'était très bancal. À l'arrière droit, bon, ils ont un petit jeune Renders, il est pas forcément mauvais, mais c'est pas un joueur du statut de l'Antwerp. Donc ouais, les problèmes sont vraiment défensifs du côté de l'Antwerp. Manque d'expérience, je pense. Ouais, clairement. pour Mais le ils ont coup, plus de ouais. joueurs, hein. Ouais, c'est ça, ils ont plus d'options. Et ils ont Bozinov, s'ils veulent, sur le banc, mais ils le mettent plus parce qu'il a été catastrophique lors des 2 matchs où il a joué. Comme tu le dirais très bien, il est merguez. Ouais, voilà, ton c'est ça. terme. Bon, Hein, je peux pas toujours je reprends ton l'utiliser. terme. Je reprends la légende. Ouais, mais Voilà. j'ai déjà utilisé ce terme 3 fois, les gens, ils vont être, Oui, mais écoute, lassés. il fait beau, C'est bientôt il y a les le barbecue, barbecues. c'est ça, exactement. Voilà, on sort la merguez, quoi, c'est logique. Ouais, non, c'est sûr, non, mais du coup, pour revenir sur Bozinov, il a été catastrophique, donc ils osent même plus le faire jouer. Odo était suspendu, donc ils ont retenté autre chose en mettant Riedewald, mais c'était pas la bonne solution non plus. Non. Et comme le disait Quentin, Charleroi, waouh, je trouve qu'il joue vraiment très très bien lors de ses playoffs. C'est quel match, même face à Westerlo, c'était une dinguerie. T'as pris du plaisir? Ah ouais, c'est ça qu'on veut voir, et c'est ça Charleroi, en fait.
ça me fait vraiment plaisir de les voir jouer ainsi, très offensif, intelligent, même si défensivement je suis pas encore trop rassuré avec le duo Keita-Andréou, c'est pas très solide. Mais en vue de l'année prochaine, ils ont un beau noyau et c'est tous des joueurs qui sont sous contrat. Ouais. Donc ils ont quelque chose à faire. Mais globalement, on peut parler de la résilience, hein. Xavier, cette capacité à tout de suite faire la différence quand on est mené et de ne pas trembler. Un peu aidé par l'arbitrage, mais... Voilà, ça tu pourras y venir, juste je te lance là-dessus. Mais il y a aussi une question de confiance, comme le dit très bien Thomas. Il y a quand même une équipe qui aime jouer ensemble, où j'ai vraiment l'impression que Rick 2000 a réussi à créer un collectif qui, cette fois-ci, sait de quoi il est capable et a compris quelles étaient ses qualités. Et tout doucement, le fameux potentiel, la fameuse marge de progression, tu verras qu'on réutilisera ce terme dans l'émission, elle est en train de monter. On est en train de faire monter la barre. Ouais, clairement, Charleroi, il joue bien. Et en plus, comme l'a dit Thomas et Quentin, en fait, c'est pas Charleroi qui fait que je pense qu'ils vont gagner la finale face à l'Antwerp. C'est vraiment le niveau de l'Antwerp qui est calamiteux. Enfin, quand tu vois le niveau de l'Antwerp, c'est inconcevable que Charleroi ne les gagne pas. Même si Charleroi joue un petit peu moins bien. Parce que à l'Antwerp, il n'y a pas de défense. Devant, si Thierry ne sort pas des goals venus de nulle part, bah, ils savent pas marquer. Donc, à ce moment où tu sais pas défendre, tu sais pas marquer, c'est compliqué de gagner un match. Après, je vais contraster un peu tout ça en disant qu'individuellement, on l'a encore vu avec Jaron Cherry et son magnifique but à la Planet Group Arena. Ils sont quand même capables de faire des grosses différences. Il y a quand même des joueurs qui, à un moment donné, sur un coup, peuvent te faire quelque chose, tu vois. Mais ça arrive pas, enfin, à l'heure actuelle, dans cette période-ci de l'Antwerp, ça arrive très rarement. C'est arrivé ce week-end, hein, c'est mais à part ça, toi, on l'attendait depuis le début des playoffs, par exemple. Et depuis même plusieurs mois, qu'il retrouve son niveau, donc. Et Charleroi, ça reste quand même constant, même si des fois, il joue un petit peu moins bien. Mais de manière générale, ça reste constant, ça marque quand même des goals. Donc c'est pour ça que je vois pas forcément Charleroi ne pas gagner ce match. Ce sera donc le 29 mai prochain, ce sera un jeudi, avec un seul match qui se jouera donc au Bosseuil. Ouais, c'est ça. C'est sympa, le Bosseuil, vous avez vu, la fameuse T2, elle a été détruite, enfin, la vieille dame a accepté. On l'a carrément célébré sur les réseaux, c'est sympa. Il était temps. Mais voilà, il était temps effectivement, mais surtout c'est une manière peut-être cette rencontre, on va dire, d'ailleurs, je trouve que c'est une très très bonne idée de jouer en une seule rencontre et pas en aller-retour, parce que ça va donner encore un peu plus de punch. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant, ça va donner un peu d'énergie. Toi, sur les qualités justement qui pourraient faire en sorte que Charleroi dans la rencontre fasse la différence. Tout à l'heure, Xavier a parlé de l'Antwerp, je vais prendre l'inverse. Tu penses quoi? Ouais, non, juste le fait que, comme il disait Xavier, ils sont constants. Surtout un Stulic, je le trouve impressionnant. Dans même pas juste le fait qu'il marque des buts, dans le jeu, il est hyper important. Même je pense notamment à Petris qui est vraiment à son meilleur niveau en ce moment. Donc ouais, non, il y a une vraie équipe. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Rick 2000 a réussi à former un groupe et vraiment beaucoup plus soudé que en phase classique. Tu sens vraiment une différence entre le Charleroi phase classique et le Charleroi playoff. Donc ils sont dans une très bonne spirale. Le seul hic que je vais mettre, que je vais souligner, c'est le fait qu'il reste encore 2 matchs. Ils sont déjà qualifiés. On sait pas trop comment ils vont gérer les 2 derniers matchs parce que... On va peut-être voir ton pote, Alexis Flips. Ouais, peut-être. Mais justement, j'ai peur que le fait qu'il y ait encore 2 matchs, encore 2 semaines jusqu'à ce que, 3 semaines du coup pour, jusqu'à ce que ce match, prenne place et que du coup, ils perdent un peu, d'influx. Ouais, et l'euphorie et tout ce qu'il y a autour, tu vois, c'est le côté dangereux, je trouve, de cette finale. Et puis surtout, je vais tout de suite me projeter s'il y a une qualification, en tout cas s'il y a une victoire, mais la dernière fois que Charleroi était en Europe, c'était sous Felice Matsu. C'était pas Belosine? Non, c'était face au Legia Varsovie. Ils avaient été éliminés. C'était Belosine l'entraîneur, d'accord. Mais effectivement, à domicile, ils avaient malheureusement pas été capables de gagner contre le Legia Varsovie. Donc il y a aussi, je pense, une étape européenne qui est peut-être également un peu difficile à aller chercher, mais on y croit, hein, bien évidemment. Clairement. Surtout que la situation et les compétitions européennes en termes d'ouverture étaient complètement différentes à l'époque que maintenant. Donc c'est vrai que si ça se trouve, on va se retrouver avec Bode Glimt, Djurgården. Je dis ça, c'est des quarts de finale. Évidemment. Mais vous comprenez le type d'équipe, en tout cas. Je préfère que tu t'ailles me chercher un Shamrock Rovers, un Cell ou un truc comme ça, tu vois. Fais-moi rêver. Cork City, on va aller là-dessus, quoi. Ouais. Super. Vikingur. Non, mais c'est sympa. En tout cas, merci pour vos analyses sur Charleroi. On va passer maintenant dans le dur, hein. On va aller sur le Champions Playoff parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire dans cette émission là-dessus. Et on démarre évidemment avec cette rencontre face du club de Bruges face au KRC Genk. Malgré la victoire de 2-0 à la Crystal Arena face au KRC Genk, le club de Bruges a laissé passer sa chance pour le titre. Les Blauw-en-Zwart peuvent oublier le trophée.
Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier? Moi, je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Avec cette phrase que tu viens de citer, je ne suis pas d'accord. Donc les Blauwenzorg ne peuvent pas oublier le titre. Non. Bah, Ok, bien ils ont évidemment encore que leur non. chance. Bien Ok, donc évidemment. d'accord, pas d'accord, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ma phrase, donc d'accord avec le fait qu'ils ont toujours leur chance et pas d'accord non plus. Quentin, je t'écoute. Exactement, il y a qu'un point d'écart. Bah oui. Un point d'écart, donc tout est possible. Tant qu'il y a de l'espoir, il faut y croire, comme on dit. Donc ils ont plus leur sort entre leurs mains, donc ils n'ont pas laissé passer leur chance ce week-end. Ils ont laissé passer leur chance dans la double confrontation contre l'Union, où là ils devaient prendre le dessus et repasser premier. Ça n'a pas été le cas, donc maintenant ils sont clairement dépendants des performances de l'Union Saint-Gilloise, mais ils doivent encore y croire. Ils peuvent faire un 6/6 et espérer être premier, même un 3/6 et espérer être premier. Donc ils doivent gagner les deux matchs et prier pour que soit l'Antwerp, soit la Gantoise arrive à accrocher l'Union Saint-Gilloise. C'est terrible de voir Bruges en devoir Ils sont prier. on n'est pas habitués à les Mais voir ouais, c'est comme quand même ça. cool. Là, c'est vrai que ça fait fou ce qui bizarre. se passe. On est complètement dans un. Mais c'est bien, ça on est en change. train de Ouais, c'est renverser ça. l'énergie. Tu quoi. dis terrible, mais moi je trouve ça pas terrible du tout. Je trouve ça bien justement qu'on ait enfin une fois une autre équipe qui est à la hauteur de ce club de Bruges des dernières années, qui Ouais, peut ouais. justement shipper ce titre du club de Bruges. Mais comme tu disais, il reste 2 matchs, il y a 6 points à prendre. Le 6/6 pour l'Union est nettement plus probable que le 6/6 pour le club de Bruges, parce qu'il faut pas oublier, Anderlecht joue face à Bruges à domicile, et je pense pas que Anderlecht veuille que Bruges soit champion. Il y aura pas de cadeau. Non, il y aura 0 cadeau. Et la Surtout que c'est Gantoise, passé en coupe, en finale. ouais, c'est ça, voilà. La Gantoise, ouais, déjà ça aussi, tu vois, donc ça rajoute un truc supplémentaire. Et bon, la Gantoise, c'est 3 points cadeau d'avance, mais bon, j'ai dit ça aussi pour Beerschot face à Courtrai, donc on sait jamais comment ça peut se passer. Et voilà, donc non, pour moi, ce sera plus facile pour l'Union que le club de Bruges. Mais quand je dis que je suis pas d'accord avec ta phrase, c'est par rapport au fait qu'il reste que qu'il y a que 1 point d'écart. Il reste 2 matchs. Bruges n'a pas perdu le titre. Ils ont quand Ouais. même confirmé face à Genk encore. Mais j'ai quand même un peu l'impression que, enfin, ou alors tu reviens sur tes propos, mais ce serait Ouais. évidemment pas grave, mais tu m'avais quand même dit que pour toi, l'Union allait être champion et Ouais. on va vers ça. Mais on va totalement vers ça. Je reste sur mes positions. Mais il peut pas L'Union oublier sera le titre, champion. paradoxalement. Pour Mais moi, oui, c'est un peu tu paradoxal viens- d'avoir 2 propos comme ça. Ta question, c'était est-ce que Bruges a perdu la course au titre? Bien évidemment que non. Il reste 6 points. C'est juste une question de mathématiques. 6 Ouais. points, il y a 1 point d'écart. 6 moins 1, ça fait combien? Non, mais c'est pas une question de mathématiques. Il Ouais, est non, mais fou, si, lui, hein. mais non, Il mais est complètement- c'est- il est complètement fou, hein. Non, mais Il est c'est- taré. Oh, on est reparti. Il est Attends, complètement- on fait quoi? Je cherche les popcorns cette fois. mais- Cette fois, il me faut les popcorns, si vous voulez. Là, c'est... Non, mais il est on est complètement d'accord. fou. Non, mais Je parle d'une question mathématique. On peut quand même pas dire que le club de Bruges a perdu le titre sauf alors que qu'il reste 2 dans matchs. l'énergie actuelle, et là je te donne raison par rapport à ton propos de base, c'est que quand même on voit très très mal l'Union Saint-Gilloise perdre les 2 prochains Mais- matchs, c'est contre l'Antwerp et la Oui, mais Gantoise. je sais pas ce que je dis. Moi, je reste persuadé. et je Donc suis ils peuvent oublier le convaincu. titre les Brugeois. Enfin Mais- c'est mathématique du Mais coup. dans leur tête, ils peuvent quand même pas dire ah ça y est les gars, on oublie le titre. Il y a Ils ont encore leur deux chance, matchs. encore. Bah oui, ils ont encore leur chance, mais évidemment. Ils ont pas On leur sait sort ce entre qui va leurs se passer. mains, mais ils ont encore leur chance Mais d'être oui, champion. parce que juste après ce que j'ai dit, enfin juste avant plutôt, j'ai dit que le 6/6 sera beaucoup plus simple pour l'Union que pour le club de Bruges, et ça fait des semaines que je maintiens le fait que l'Union sera champion, donc je vais pas changer d'avis sur ça. À 2 journées de la fin, et que l'Union soit devant avec 1 point d'avance, ça n'a aucun sens. Et donc vous voyez l'Union Saint-Gilloise perdre des plumes Mais potentiellement. non, mais pas du tout. Donc ça veut dire qu'ils ont plus de chance pour le titre, on est d'accord. Non, mais mathématiquement, ils ont encore des chances, donc tu peux pas quand même pas dire non. Le Mais on Bruges n'a s'en plus fout de des chance. maths. Moi je m'en fous des maths. Je vous demande votre avis à vous. Pour vous, est-ce qu'ils ont encore des chances ou pas? Bien évidemment qu'ils ont encore des chances. Donc ça C'est- veut dire pour que moi, vous c'est un pensez que l'Union va perdre des points contre. Je dis pas qu'ils vont C'est ça- perdre, c'est mais ça il y que a je une pose comme probabilité, il y a une possibilité que l'Union perde des points face à Ok. l'Antwerp et Gand, comme Bruges peut perdre des points face à Anderlecht ou c'est contre qui l'autre match? C'est Antwerp, je pense, Ouais. oui. Donc donc oui, et bien évidemment C'est que possible. bah oui, on sait pas comment ça peut se passer, mais moi Très je bien. reste sur mes positions, ce sera l'Union champion, ça je déroge pas à mon principe. Je vais faire une petite digression avec Xavier sur le KRC King parce que j'ai été un peu interpellé par l'interview d'après-match de Joris Kayembe qui faisait un peu comprendre qu'il y avait un manque d'expérience très clair. Alors on l'a dit, hein, c'est souvent ici, mais surtout un manque de personnalité qu'à un moment donné, il n'y a pas de méchant dans cette équipe. Tu vois, on a un peu besoin de salopards, comme dirait Bologna à l'époque. Il y a un peu, voilà, là, une limite. Et est-ce que c'est ça qui fondamentalement les a fait disparaître dans cette lutte Ouais, pour le clairement, titre? que je pense que c'est un point que j'ai même déjà mentionné il y a genre 4-5 mois ici dans l'émission. Lors des... Incroyable. Non, mais je me rappelle, c'était un Merci. match Union Genk, c'est que Genk, pardon, ils ont trop de jeunes, comme il a dit Joris KMB, c'est que lors des gros matchs, il te faut des joueurs qui sont capables de casser le jeu, de faire en sorte comme l'Union le fait très bien pour le moment. Ou genre tu dois accepter de peut-être un petit peu faire à l'adversaire, mais tu dois faire la faute pour justement casser le jeu, reprendre tes places, jouer, adapter ton jeu en fonction de l'adversaire dans certains matchs. Et Genk, ils sont pas capables de faire ça. C'est que
entre guillemets des jeunes qui veulent jouer au football, on s'amuse sur le terrain pendant 90 minutes, merci, au revoir, on prend les 3 points si on peut les prendre, mais ils sont pas là pour gagner un championnat. Et il y a aussi des joueurs qui aiment le ballon pour le plaisir d'avoir le ballon et pas forcément pour faire progresser le jeu. Voilà. Ça aussi, c'est problématique parce que c'est là où on la voit, l'inexpérience de joueurs qui aiment combiner, tenter des choses pour le plaisir. Il y a un moment donné où cette équipe, elle manque aussi de pragmatisme, mais dans la mentalité. Dans le côté, on va faire la différence sur l'action qu'on joue. Tu vois ce que je veux dire? Pas pour dire, on la joue, on la tente, on s'amuse, bien jouer les gars, on la met pas, c'est pas grave. Ça, c'est aussi là où le curseur doit être encore un peu plus élevé du côté de Genk. Ouais, clairement, mais après, quand tu vois l'effectif, ils ont tous presque, à part Einen et Rozowski, tous les autres, ils ont 23, 22, enfin, ils sont tous tout jeunes, donc tu peux pas leur demander d'avoir de l'expérience comme, par exemple, un club de Bruges ou une équipe de l'Union où ils sont quand même tous majoritairement tous plus âgés et ils ont plus de bouteilles, plus de matchs en pro, ils savent ce qu'ils doivent faire pour gagner un match. Avant d'aller sur le match de la semaine évidemment et ce match entre l'Union et Anderlecht, une seule question sur la Gantoise. Sont-ils déjà en vacances? Ils sont en vacances depuis le début. C'est incroyable quand même de horrible. se laisser marcher dessus comme ça match après match. Il y a aucun sentiment de révolte chez le collectif de Daniel Milicevic. On a vraiment l'impression qu'ils ont été en play-off 1 aidé par l'arbitrage, tu l'as dit, des semaines et des semaines. Tout ça pour ça, quoi. Pour ça, en fait. C'est quand même assez dingue. C'est pour ça que j'aurais préféré voir un Charleroi, même un Standard, à la place de la Gantoise, hein, parce que, waouh, qu'est-ce que c'est nul. J'allais dire merguez, mais... Ouais. Mais on a senti aussi que c'est une équipe qui n'a pas de souffle interne. C'est-à-dire que dans le groupe, il n'y a pas une volonté outrecuidante d'aller à un moment donné chercher quelque chose. Mais ça, c'est depuis le début de saison. Enfin, moi, je l'ai répété plusieurs fois, c'est une équipe sans âme. Il n'y a pas de feeling, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'entraîneur aussi qui est à la hauteur, tu vois. C'est vraiment mauvais. J'aime pas. Ouais, c'est vraiment mauvais, j'aime pas. C'est une super analyse d'expert, ça, merci Thomas. Ne vous inquiétez pas, il va vous proposer beaucoup mieux dans sa patte de l'expert un peu plus tard dans l'émission. On passe maintenant au match de la semaine, bien évidemment, avec justement cette rencontre entre clubs bruxellois, la Royale Union Saint-Gilloise qui se déplaçait du côté, comment est-ce qu'on appelle ça maintenant? Est-ce qu'on appelle encore ça oui, mais on va l'appeler le Parc Astrid dans cette émission, c'est beaucoup mieux. On va l'appeler le Parc Astrid et surtout une victoire un petit peu raccro, mais ils ont encore fait le boulot. Alors moi, la question est aussi simple. Est-ce que dans ce match, c'est l'Union qui a été plus forte ou est-ce que c'est le Sporting d'Allemagne qui a été plus faible? Thomas? L'Union a été plus fort parce qu'ils restent sur leur plan de jeu depuis quelques semaines. Ils jouent ce plan de jeu instauré par Poconelli à la perfection. Donc non, l'Union a été plus fort dans son domaine, dans sa tactique de jeu. Pas forcément dans le jeu techniquement ou en nombre d'occasions. C'est vraiment dans leur plan de jeu, leur tactique, ils ont été nettement meilleurs que Anderlecht. Quentin? Anderlecht n'en a pas, je trouve. Ils ont gagné la bataille du milieu de terrain, tout simplement. On l'a vu quand c'était du Noah Sadiki contre du Yari Verskaren. Il n'y a pas photo, il y en a un qui avait envie, il y en a un qui jouait comme ça tranquillou, en pensant qu'il jouait contre une équipe de D2, et l'autre il était là, c'était un mort de faim. On le voyait à chaque fois que Anderlecht avait la balle, voulait ressortir. T'avais 3 milieux de terrain de l'Union qui venaient presser, mais vraiment comme des acharnés, comme des guerriers. Et c'est comme ça que Sadiki récupère la balle sur Verskaren, sur le premier goal. Et tout ça, c'est un peu instauré par son leader, Pocognoli. On savait que quand il joue au foot, c'était comme ça, c'était un guerrier, c'était un battant, et il a réussi à transmettre cet ADN à ses joueurs, et c'est pour moi ce qui fait la différence. Ah, c'est intéressant, parce que j'allais justement vous poser la question de d'où vient cette force mentale, parce que on les pensait capables de craquer, on en a parlé la semaine dernière, on disait voilà, mentalement ça peut encore flancher, etc., et ils recommencent, et ils gagnent, et encore ils y arrivent. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a ce niveau mental qui a été débloqué? Après, il y a la petite pièce, comme j'en parlais la semaine dernière. Qui tombe toujours du bon côté. Qui tombe toujours du bon côté, encore ici, parce que Burgess, il pouvait prendre la rouge, clairement, en première mi-temps. T'as le penalty, Maurice fait un très bel arrêt, et c'est Stroikens qui est dans le rectangle. T'as toujours à la fois la chance, on l'a dit, ça se provoque, mais à chaque fois, ils ont ce petit brin de chance. Est-ce qu'ils vont encore l'avoir pour les 2 prochaines journées? Je leur souhaite. Mais la pièce pourrait tomber de l'autre côté, on sait jamais. La fameuse chance du champion. Mais oui, exactement ça, et c'est la chance qu'ils n'ont pas eu la saison précédente, donc à un moment donné, la roue tourne, donc pour moi c'est cool pour eux, mais à chaque fois il y a ce petit truc, à chaque fois ça se joue à ce rien. Je l'avais dit dans ma patte de l'expert la semaine dernière, c'était 0-0 ou 0-1 pour l'Union que ça allait être ce match. Qu'est-ce que ça a été? Ça a été 0-1 pour l'Union Saint-Gilloise, et il y a eu cette petite pièce qui est tombée, mais vraiment pas dans le sens pour marquer les goals, parce que le goal c'est une belle action, c'est Sadiki qui récupère super bien avec un très bon pressing au milieu de terrain. Le goal, il y a rien à dire, mais avant ça, en première mi-temps, t'as une rouge. Ça peut changer tout le fait de match parce que Borges, il y va. Il y en a qui ont quand même un totem d'immunité dans ce championnat. Lui et Janssen, il faudra quand même ouvrir un jour le débat. Comment ça, Janssen? De l'Antwerp.
Il a un totem d'immunité. Le nombre de fois qu'il a Lui, pu il peut prendre des prendre rouges. une jaune, mais jamais la deuxième, tu vois. Lui, à chaque fois, il était à des coups de coude et tout. Il aurait dû prendre. Il a jamais, je pense, il a jamais pris de rouge en Belgique. Il a pris que des jaunes, mais à chaque fois. Et Burgess, c'est pareil. Et t'as aussi le penalty. Est-ce que si Struycken, est-ce que Dolberg la met dedans? Il y a, je sais pas, ce petit truc, mais comme tu dis, c'est la chance du champion. Alors, j'avais aussi une question globale sur le club. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer la grandeur du club de l'Union Saint-Gilloise au même niveau, dans la même catégorie de club que le club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, au vu de ce qu'ils ont montré ces 2-3 dernières années, c'est le même niveau, c'est la même chose, Thomas? Non, c'est beaucoup trop tôt. Enfin, je dirais, on pourra en reparler dans 2 semaines peut-être, dans 3 semaines, quand on saura qui sera champion. On pourra éventuellement reposer cette question. Je note. Mais à ce jour, c'est beaucoup trop tôt. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans qu'ils sont retour en D1 après une absence énorme. Enfin, non, pour l'instant, on peut pas. Et où se situe leur marge de progression, selon toi, pour devenir justement un club haut niveau des suscités, donc en gros Anderlecht et le club de Bruges? En vrai, ils ont la structure, ils ont tout pour le devenir, mais c'est juste une question d'historique. Il est beaucoup trop tôt pour pouvoir dire ça. Ça fait que 3-4 ans, comme je le disais, qu'ils sont remontés en D1. Ça doit se faire sur la durée. Ça, c'est pas juste les 2 saisons précédentes plus celle-ci qu'il faut compter. Il faudra voir sur la durée. C'est vraiment une question de durée pour moi. Xavier, sur cette question de marge de progression, est-ce que tu as peut-être une analyse, une idée, là où est-ce qu'ils peuvent aller pour encore progresser? Je pense essayer de garder... Les autres années, il y a quand même souvent beaucoup de départs et d'arrivées. Je pense que cette année, ils arrivent à avoir un peu moins de départs et garder plus le même noyau en le renforçant un peu, parce qu'en jouant les Coupes d'Europe ou autres, ils les ont joués les autres années, mais bon, le noyau était peut-être un peu plus limité pour les Coupes d'Europe. Moins de ventes en été. Voilà, moins de ventes pour garder vraiment une structure. C'est comme on a vu avec le club de Bruges, les années passent et la structure de l'équipe, elle change pas beaucoup. T'as des petites retouches, mais pas beaucoup. Et c'est ça qui permet vraiment de monter, de gagner, de passer à step et de t'améliorer, je pense, en tant que club. Ok, c'est intéressant. Bon, maintenant on a parlé du positif, faut parler du négatif. On va aller sur le Sporting d'Anderlecht. Où va le Sporting d'Anderlecht, messieurs? Comment est-ce qu'on se projette? Parce que, forcément, l'analyse, elle va pas être que sur ce match. Elle est aussi liée à l'interview donnée par Wouter van den Noot dans tous les médias belges pour venir rassurer un petit peu en disant « Je suis Calimero et que derrière tout le monde est contre moi et je vais essayer de montrer à quel point j'ai bien fait les choses ». On sent quand même qu'à un moment donné, ce club est un peu branballant. Le directeur de l'académie qui devient le nouveau CIO Sport au-dessus, hiérarchiquement, de Renard qui était arrivé pour faire les transferts. Enfin, on comprend plus rien, en fait. Où va Anderlecht, Quentin? C'est vrai que la structure est assez floue. Après, on parle quand même d'Anderlecht. Je pense qu'on l'oublie, c'est un des clubs les plus historiques du championnat belge. Ça a quand même un nom, donc ça va toujours attirer des joueurs. Et il y a quand même des noms aussi qui sont sur la feuille de match. On parle quand même d'un Torgen Hazard, d'un Dolberg. C'est quand même des grands joueurs pour un championnat belge. Mais tu penses qu'ils vont dans la bonne direction? Ils grandissent là? Ce Sporting d'Anderlecht est en train de grandir? On peut pas dire qu'ils ont grandi quand tu vois les performances qu'ils ont fait cette saison. Voilà. Mais je pense qu'un club comme Anderlecht, faut pas l'oublier, peut rebondir n'importe quand, à n'importe quelle saison. Donc il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Et comme je dis, ils ont des joueurs pour qui la mayonnaise doit prendre. Est-ce que c'est le coach qui doit changer? Est-ce que c'est un petit joueur, une petite retouche? Est-ce que c'est dans les instances où là c'est un peu flou? Mais je pense que ça reste Anderlecht et la saison prochaine, on pourrait retrouver un grand Anderlecht. Pourquoi pas? Mais Anderlecht ne fait plus peur. Ce jour non, parce que c'est, comme le disait Quentin, c'est par rapport aux performances. Mais comme je l'ai dit plein de fois cette saison, pour moi ce noyau a beaucoup plus de potentiel que ce qu'ils ont montré cette saison, surtout la place dans le classement. Là ils vont terminer 4e. Ils auraient nettement pu figurer dans le top 2 avec ce noyau là. C'est juste que bon, il y a eu des erreurs de casting en tant qu'entraîneur, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'instabilité. Le dispositif, il cherche. Une fois, il tombe du 4 def, puis il repasse en 3 def, puis il repasse en 4 def, puis il repasse en 3 def. Ibera a fait la même chose. Ah, exactement ça. Je dis pas ici que d'Asie, je parle de la globalité de la saison. Donc, on en a parlé avec l'Union. L'Union a trouvé cette stabilité. Au début, il l'avait pas. Les résultats étaient pas bons. Ils ont trouvé cette stabilité. Les résultats, ils ont été Anderlecht n'a jamais trouvé cette stabilité cette saison. Donc, je leur souhaite ici de bien travailler dans la pré-saison, d'avoir cette stabilité dès le début de la saison, et pourquoi pas avoir un grand Anderlecht l'année prochaine. Et cette fameuse instabilité structurelle, je vais venir avec toi, Xavier. Est-ce que vraiment, elle peut, et moi j'ai envie d'enchaîner là-dessus, elle peut nous poser la question de la grandeur du club? Est-ce qu'Anderlecht est toujours le plus grand club de Belgique?
Bah moi déjà je pense que Anderlecht reste historiquement parlant. Non mais on oublie l'histoire, on oublie le palmarès, on oublie les 34 titres. Est-ce qu'au moment où on se parle, c'est un club on va dire 4-5e du championnat. Donc Anderlecht n'est plus le plus grand club de Belgique. Mais moi je trouve que c'est pas forcément la structure du club et tout qui fait qu'Anderlecht va pas mal, c'est que sur le terrain, enfin t'as 11 danseuses. Quand tu regardes le match face à l'Union, t'en as aucun qui veut mettre le pied. Comment tu veux gagner un match si tu sais pas mettre le pied sur le ballon? J'aime quand il parle comme ça. Tu vois? Et c'est ça le problème d'Anderlecht. Tu peux mettre n'importe quel entraîneur, si t'arrives pas à avoir un entraîneur qui arrive à leur faire se bouger un petit peu le cul sur le terrain, à mettre le pied sur le ballon comme Pokenoli le fait très bien à l'Union. Tu peux mettre n'importe quel entraîneur, n'importe quel CIO, n'importe quel recruteur, tout ce que tu veux, ça changera rien. Donc pour moi, c'est pas forcément la structure le problème d'Anderlecht, c'est la mentalité des joueurs sur le terrain. Et ça, se faire mal. Toi, le match Union, les 10 dernières minutes, on a vu Simic qui mettait vraiment le pied sur le ballon. Bah pourquoi ils font pas ça pendant 90 minutes et pourquoi ils le font pas tous? Peut-être parce qu'ils n'ont pas tous la même identité du jeu. Voilà, ils doivent. C'est ça qui manque du côté. C'est pas l'ADN Anderlecht, mais à l'heure actuelle, si tu veux gagner des matchs, tu dois être capable de le faire. C'est vrai, il a raison parce que c'est un problème de mentalité. Ça, on l'a déjà vu. Moi, je pense directement à De Donker quand on parle de mentalité parce que bon, c'est un joueur du club, donc il a été formé là-bas en partie, et du coup, je me dis, punaise, c'est lui qui devrait être le leader dans cette équipe, mais tu le vois pas en tant que leader. En plus, même dans un derby ce week-end, toi, t'es quand même là dans un derby, tu joues chez toi, tu dois être là pour... Parce que t'as un joueur sur le banc qui mettrait le pied, qui donnerait tout pour cette équipe, et je pense à Léonie quand je dis ça, mais tu peux pas le mettre titulaire quand t'as un De Donker dans ton œil, parce que niveau statut, c'est compliqué de mettre un De Donker sur le banc, et personne le fera, personne n'osera faire ça. Mais pour moi, si tu veux des joueurs qui mettent le pied, je pense automatiquement à Léonie. Mais le vrai problème, c'est que, j'ai vraiment l'impression que les joueurs n'ont pas conscience qu'ils sont au Sporting d'Anderlecht. Ou alors n'ont pas conscience de c'est quoi le Sporting d'Anderlecht. Mais c'est pas nécessairement que de leur faute, Je suis pas en train de les mettre complètement en erreur. Je suis en train de me dire qu'en fait, on ne vend pas Anderlecht comme ce qu'Anderlecht devrait être. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de changements, il y a tellement tout que même les gens qui sont censés attirer les joueurs pour leur montrer c'est quoi le Sporting, etc., en fait, ils savent pas vraiment leur vendre le truc, quoi. Tu vois, on ne sait pas dire Anderlecht, c'est ça, etc. Avant, t'avais Van Holsbeek, t'avais Constant Van Den Stock, et à un moment donné, t'arrivais, tu savais que c'était un grand club, le plus grand club de Belgique. Aujourd'hui, t'arrives, tu fais des joueurs, ils se connaissent pas nécessairement l'histoire d'Anderlecht, ils savent pas nécessairement ce qu'Anderlecht peut faire à un moment donné à l'avenir, etc. Ils se projettent pas dans un grand club, alors que dans l'idée, tu dois le vendre comme ça. C'est ça qui est problématique. Et même les adversaires. Si, c'est pas que le fait d'être gentil. Si tu sais que t'arrives au Sporting d'Anderlecht, 2010, 2011, t'as peur, T'as peur d'aller au Sporting, Tu sais pas comment tu vas être mangé, tu sais pas par quelle sauce tu vas y aller. 10 ans plus tard, on peut tranquillement aller gagner 2-0 sans souci. Sans se faire bousculer. C'est pas normal. C'est pas normal et ça fait du mal à la marque Anderlecht. Ouais, mais je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis parce que tu dis que ils savent pas vendre le club si ça là. Mais je suis désolé, si t'arrives à aller chercher des De Donker, Torgan Hazard et Todberg, c'est que t'arrives à vendre ton truc parce que sinon les joueurs ne signeraient pas parce qu'ils savent, ils connaissent la position d'Anderlecht depuis quelques années. On a connu nettement pire quand je pense la période Van Zebroek avec c'était qui, il y avait Kums sur le terrain, le milieu de terrain et tout, c'était catastrophique. Là, alors ça toi, va. tu mets la responsabilité sur les joueurs. Tu dis que les joueurs ne se mettent pas au niveau de ce que doit être Anderlecht. C'est vraiment ce que Xavier a dit, c'est vraiment une question de mentalité. Et après, il y a aussi des erreurs au niveau de l'entraîneur. Asie et Hubert, c'était pas du tout la bonne solution qu'il fallait opter après le licenciement de Rimmer. Mais bon, après ça, la saison est terminée, à eux d'agir, mais je pense que c'est ça le problème, c'est que Asie est sous contrat et il restera aussi la saison prochaine. Jouant mal, Anderlecht a encore viré Asie et prendre un nouvel entraîneur, donc je pense que Anderlecht devra faire la saison, pas complète j'espère, mais avec Asie la saison prochaine. Donc si Asie reste, ça veut dire que le Sporting d'Anderlecht peut actuellement se contenter d'une 4e place au classement général et d'une Coupe de Belgique perdue. Ça veut dire ça? Indirectement oui. Parce que donc on a baissé de catégorie, je suis désolé. Oui, mais on a baissé de catégorie au Sporting. Mais par rapport au choix de l'entraîneur, oui. Mais dans les joueurs, non. Ça, on peut quand même pas dire que le recrutement a été mauvais du côté d'Anderlecht. Et dans les attentes, les intentions, qu'est-ce que tu vas projeter pour la grandeur de ton club? Mais on a baissé de catégorie. Mais grandeur de ton club, Sacha, quand tu vas chercher des Torgan Hazard, des
Casper Dolberg, des Leander Dendoncker, tu peux quand même pas dire que le recrutement est nul et que ce n'est pas à l'auteur du statut d'Anderlecht qu'on a connu la saison précédente. Le recrutement, il est toujours jugé a posteriori, de facto. Donc c'est sur base des performances des joueurs que derrière on dit si oui ou non c'est une réussite. Oui, mais quand tu vas chercher ces joueurs-là, et de toute façon on peut pas se mentir, Dolberg, c'est un très bon transfert, il a été très prolifique niveau but, donc ça c'est un super transfert. Certes, ok, Dendoncker ne fait vraiment pas l'affaire. Torgan Hazard, depuis ses ligaments croisés, c'est plus le même joueur. Mais dans les faits, quand tu vas chercher ce type de joueur-là, tu peux pas dire qu'Anderlecht a fait une erreur en allant chercher ces joueurs-là. C'est impossible. Ils ont vendu leur truc et ils ont su attirer. Pour moi, c'est des stars. Quand tu fais ramener ce type de joueurs dans notre championnat, pour moi, c'est perçu comme des stars. Donc c'est un très bon boulot de Anderlecht à ce niveau-là. Ça veut dire que le blason vend encore. C'est ce que tu es en train de me dire. Le fait que le nom Anderlecht à l'international est encore vendeur. Mais voilà, moi je tire la sonnette d'alarme en disant peut-être que si on continue comme ça, si le Sporting continue avec ce type de gérance-là et cette instabilité structurelle que tu as mis en avant, pour moi, d'ici 3 à 4 ans, l'idée et l'image d'Anderlecht ne sera plus la même. Mais je suis désolé, moi je vais revenir à la période de Hein van Azenbroek avec notamment, je sais plus qui y avait dans cette équipe, il y avait Boubacar Sané qu'on avait payé 9 millions d'euros, il y avait 8 millions, il y avait Kums, je sais plus qui y avait dans cette équipe, mais là c'était la pire période d'Anderlecht. Elle était horrible cette équipe, donc on peut quand même pas dire que la situation actuelle est pire que celle d'il y a 3-4 ans, impossible. Donc oui, on est en train de remonter la pente, même si c'est pas ce qu'on veut voir d'un Anderlecht, mais c'est pas plus mauvais qu'il y a 3-4 ans. Ça, on n'est pas sur le pire Anderlecht de tous les temps. C'est ça que tu as envie de dire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Loin de là. Mais une saison ratée, une deuxième saison ratée, une troisième saison ratée, fait en sorte que petit à petit tu descendes. Il raté il y a 3-4 ans, il jouait pas l'Europe. Maintenant, il rejoue l'Europe. Donc tu peux pas dire que c'est raté. Petit à petit, toi. Ouais. Faut pas s'attendre à Quentin le disait tout à l'heure, ils peuvent ressurgir d'une manière ou d'une autre, rapide à long terme ou à court terme, je sais pas, mais ils le feront. Mais il faut être patient, mais c'est difficile d'être patient quand on parle d'Anderlecht, c'est logique. C'est parce que dans notre tête, c'est le meilleur club de Belgique de tous les temps. Mais à ce jour, ce ne l'est plus, c'est Bruges, et ça, faut pas se le cacher. Ok, c'est intéressant, effectivement. Heureusement que le Sporting d'Anderlecht a encore Nerpede, où il projette d'ailleurs de construire un nouveau stade. En tout cas, c'est des réflexions qui sont en train d'être mises en place avec Movavi, la société de Wouter van den Noot, et également Marc Cook, le propriétaire. Voilà, heureusement qu'il y a encore cette académie, ces talents qui grandissent, et ça, c'est vraiment la marque Anderlecht, parce qu'Anderlecht est élite. Quand on parle des plus grands tournois internationaux chez les jeunes, il n'y a pas mieux qu'en Belgique. Il y a encore eu la finale dernièrement entre Tottenham et le club de Bruges dans un tournoi. Le club de Bruges a gagné, le meilleur joueur et le meilleur buteur, c'est 2 joueurs de Bruges. Il y a évidemment notre formation en Belgique est très très importante pour justement le fait de faire reluire complètement l'image de nos clubs. Et le Sporting en a véritablement besoin, surtout les U14, les U15, ces talents-là, c'est vraiment des gens qui à un moment donné vont exploser. Voilà, et quand on voit la plupart des top joueurs dont on parle aujourd'hui, possiblement comme étant ceux qui, même ceux qu'Anderlecht n'ont pas vraiment mis en avant. Je pense notamment à Lucas Tassin, je pense notamment également à Romeo Lavia. Voilà, Sadiki, c'est quand même toujours des joueurs qui brillent, quoi. Donc l'académie d'Anderlecht permet à Anderlecht de briller, même si l'équipe première n'est pas nécessairement au top. Donc voilà, pour moi, ça passe plutôt par les jeunes, et ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à jouer. Donc il y a de l'espoir pour vous, amis supporters du Sporting d'Anderlecht. On va passer à la patte de l'expert. Yes, alors moi je me mets un peu dans la peau du directeur général des clubs en D1. Donc parce que c'est un truc assez intéressant que j'aime bien faire, parce que je pense que vous aimez bien aussi par rapport à vos jeux fantasy, FIFA, etc. C'est vraiment un truc que moi j'apprécie beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bon là, il y a 2 clubs qui sont relégués, on les connaît, c'est Courtrai et Berscott. Mais certes, il y a quand même des bons joueurs dans ces équipes-là. Et je me suis penché sur quelques joueurs, j'en ai sélectionné quelques-uns. Et je me suis dit, dans quel club on pourrait les placé en D1, donc j'ai fait une sélection. Sous de Courtrai, je pense déjà directement à Thierry Ambrose, un excellent joueur qui a fait de bons matchs en fin de saison, même si ça a été compliqué au milieu de saison, au début de saison avec l'entraîneur à l'époque Alexanderson. Mais je le verrais bien dans une équipe de Saint-Tron, parce que justement on a un problème qu'on connaît très bien, c'est le problème Lamkelze, qui va potentiellement, qui va sûrement encore une fois quitter le championnat belge. J'espère que ce sera la dernière fois, on le verra plus jamais. Il avait signé jusqu'en fin de saison, il est libre. Ouais, donc voilà, il est libre, donc on ne le verra plus jamais en Belgique, je pense. Enfin là, s'il y a encore un club en Belgique qui le reprend, c'est faut vraiment être con. La Louvière, peut-être, on sait pas. Je pense pas. Mais du coup, je verrais bien un Ambrose remplacer un Didier Lamkelze à Saint-Tron. Je pense que ce serait une bonne option pour eux, surtout que bon, on verra potentiellement aussi le départ de Bertaccini.
Ensuite, j'ai pensé à un Kadri, ça on en a parlé, je pense 15 000 fois cette saison, mais le club vraiment où je le verrais bien, et c'est vraiment le profil idéal, et Quentin en a déjà parlé, c'est le Standard. Kadri doit vraiment aller dans un club, un grand club en Belgique, même si bon, le Standard dans les performances c'est plus trop un grand club, mais dans la tête si ça reste, c'est un joueur hyper créatif, un numéro 10, je le verrais parfaitement dans le club du Standard, et avec Marc Wilmot ça pourrait se faire, parce que je pense que c'est un joueur c'est un directeur général qui connaît le championnat belge, donc il connaît le potentiel de ce joueur, il le voit beaucoup, donc a priori je pense que c'est vraiment une bonne solution pour le Standard. Ensuite il y a Fuji, donc le défenseur central. Pas le mont, hein. On parle pas de la montagne. Non, Fuji, n'est pas au Japon. Le défenseur central de. Et japonais pourtant. De Courtrai, il est japonais exactement. Ouais. Et justement, c'est pas forcément pour remplacer, mais en tout cas pour donner une solution supplémentaire à la Gantoise, parce que le secteur défensif là, lors de ces playoffs, c'est une catastrophe. Donc c'est vraiment un joueur que je verrais bien ou bien remplacer Watanabe ou en backup. Et ensuite, on a Messatou qui sera libre de tout contrat. Et ça, c'est un joueur. Tu en as parlé la semaine dernière, mais moi je le verrais bien à l'Antwerp, surtout que c'est le style de l'Antwerp dans le sens où ils vont chercher des joueurs libres parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, et c'est un joueur très polyvalent. Ils ont des problèmes justement à l'arrière droit avec la blessure de Bataille, le jeune Renders qui est pas à la hauteur pour moi, et t'as beaucoup de problèmes au milieu de terrain, vu que c'est un joueur polyvalent qui s'est joué partout, je le verrais vraiment bien là. C'est un international aussi, donc il a vraiment sa place en division 1, il a encore marqué ce week-end d'ailleurs. Ensuite, du côté du Berscott, bon là, il n'y a pas forcément énormément de joueurs que je tiendrais, mais j'en ai quand même 3. Il y a Mathias, le gardien, il a déjà été en approche avec la Louvière, et je pense que c'est la raison pour laquelle il a pu jouer les 3 derniers matchs, donc je pense qu'il va se diriger vers ce club-là. Ensuite, on a Colassin. L'exclu de Thomas en direct. Bah c'est des trucs que j'ai lus, donc après je sais pas si c'est véridique, mais en tout cas c'est ce que j'ai lu. C'est que c'était ton exclu comme Inlin Todor. Non, c'est pas une exclu, c'est pas une certitude, c'est juste un truc que j'ai lu, donc c'est pas une info que j'ai reçue, c'est un truc que j'avais lu. Je sais pas si t'en sais plus d'ailleurs, mais suite au nouvel épisode. Suite au prochain épisode. Ensuite il y a Colassin, même bon c'est un joueur qu'on a perdu de vue pendant quelques années. Colassin. Vrai joueur pour le Standard. Moi je le verrais plutôt chez son ennemi Charleroi. Ah ouais, à Charleroi. Je pense qu'il y a déjà eu des rumeurs par le passé. Possible aussi à Charleroi. Il y a eu des rumeurs par le passé, il a quand même marqué 4 buts donnés, 5 assists, c'est pas mauvais pour une équipe en bas de classement, et c'est un joueur qui a été quand même formé en Anderlecht, enfin il a quand même un certain statut, et je le verrais bien pas forcément en titulaire mais en backup du côté de Charleroi si Stulic reste. Et pour terminer, un défenseur central, Mbesso, qui a joué quasiment toute la saison du côté de Berscott. Solide. Ouais, solide, un jeune français de 23 ans formé au Paris Saint-Germain, avait été acheté pour 5 millions d'euros par Nottingham Forest. Ensuite, il est parti à Guingamp, etc. Mais c'est un joueur, enfin, si le cercle reste en D1, je le verrais plutôt de ce côté-là, parce que déjà, défensivement, c'est catastrophique, je trouve, cette année, le cercle. Et c'est le style de joueur que le cercle va chercher. Jeune français, avec potentiel, un défenseur. Je pense que ça peut faire l'affaire. Et tu parlais tout à l'heure de Naël Messatou, je n'ai pas voulu t'interrompre, évidemment, mais je pense que dans le profil, le Standard a souvent réussi dans une attaque à 2 sans numéro 10. Kadri, on sait qu'il est très bon dans ce rôle de numéro 10. Je trouve qu'effectivement, ce serait extraordinaire pour le Standard d'avoir un joueur comme Kadri. Tout à fait d'accord avec toi. Mais dans l'identité de ce que le Standard a toujours fait de mieux, je pense pas que le Standard, dans son animation, est fait pour avoir un numéro 10 comme Kadri. Ceci dit, Naël Messatou, dans un rôle de 6-8, au Standard, je prends direct. Hein. Ouais, c'est la grinta et sagre, c'est un Chilien, il va aller te mordre dans les mollets, un peu à la Alpaslan turc pour ceux qui se rappellent au Standard. Tu vois, quelqu'un qui à un moment donné va aller chicoter du mollet, et ça c'est vraiment intéressant. Mais c'est un joueur formé par Anderlecht, je sais pas quelle est sa mentalité. Est-ce que c'est le genre de joueur qui irait au Standard? Oui, je sais pas. Oh oui, ça je peux te le dire, il y a pas de problème. Je pense qu'il y aura pas de souci. Voilà, il y aura pas de souci. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas vraiment de filiation. Puis il faut savoir aussi comment il est sorti, Anderlecht. Hein. Si Sadiki a été à l'Union avec un grand sourire, Naël Messatou ira peut-être au Standard avec un grand sourire aussi. Parce que la manière dont on l'a traité à Anderlecht n'était pas nécessairement très respectueuse. C'est peut-être pas un revanchard, c'est pas quelqu'un de. Sur le terrain, moi je vois de la revanche. Hein. Ouais, oui, c'est sûr. Dans la façon de jouer, je vois quelque chose. Dans son caractère, je trouve que c'est quelqu'un de très humble, vraiment attaché aussi à son club de Courtrai, donc je suis pas certain. Ah, écoute, on verra bien. De toute façon, c'est des idées. Hein. Là, on est dans le fantasy, donc c'est ça qui est intéressant. Je vais rester avec toi, Thomas, parce que on ne va pas parler du classement général. On l'a dit en début d'émission pour justement préserver le suspense en vue de la dernière émission, celle de la semaine prochaine, où nous recevrons donc le vainqueur du Football Time Award, le meilleur joueur de l'année basé sur vos votes, sur nos votes. Mais tout d'abord, évidemment, la dernière fois, le dernier joueur de la semaine. Thomas, qui as-tu choisi? J'étais dans l'obligation, on va dire, de prendre Stulic,
parce que je le trouve vraiment impressionnant, la régularité qu'il a eu lors de ses playoffs. Encore 2 buts ce week-end. Même, il a créé des occasions. Je pense notamment au but de Nzita qui a été annulé. Il la passe aussi sur, je sais plus qui c'était. Il y a eu le penalty pour Westerlo. Donc vraiment, il est très actif dans le secteur offensif. C'est pas que des buts. C'est vraiment un joueur très polyvalent dans le secteur offensif. Et pour moi, il mérite son point. C'est la raison aussi pourquoi peut-être Charleroi va bien. C'est parce que Stulic est fort. Ah oui, clairement. Mais il y a un vrai lien. C'est vraiment la clé, ce joueur, parce que il y avait pas d'attaquant justement du côté de Charleroi. Il l'avait pourtant dans le noyau, mais c'était 4e choix. Et je me souviens, je l'avais encore dit la saison dernière, je trouve que ce joueur avait un vrai potentiel et on le voit aujourd'hui. Comme quoi tout va vite dans le football, hein. Parce qu'à début de saison, il était aux oubliettes, hein. Dans la tribune, hein. Ouais, et même c'était avec la réserve, hein. Donc c'est chaud, ça va vite, hein. Quentin, ton joueur de la semaine? Alors, un joueur travail de l'ombre, hein, milieu de terrain, Noah Sadiki. Je trouve que le travail qu'il a fait contre Anderlecht, c'était incroyable dans ce milieu de terrain. Il a clairement aidé à gagner cette bataille. Et c'est là aussi qu'il se gagne un derby. Donc c'est lui qui fait la récupération. Sans lui, il n'y avait pas le premier goal. Et donc peut-être pas la victoire de l'Union Saint-Gilloise. Donc il mérite mon point. On le sent particulièrement impliqué quand il doit jouer contre son on a vu la célébration à la fin du match. On l'a vu avec ses supporters. On l'a vu qu'il était très heureux de gagner Anderlecht. Lui, par contre, il se sent très unioniste. J'ai un peu l'impression qu'il a quelque chose à aller chercher cette année. En tout cas, il le méritera très certainement s'il va chercher le titre. Xavier, ton joueur de la semaine. Un joueur qui a pas eu beaucoup de temps de jeu cette année et je trouve que c'est Vetlesen du club de Bruges et cette année, ce week-end, il était titulaire. Il a un pied dans les 2 buts, il est buteur et passeur sur la victoire 2-0 du club de Bruges. Donc pour un joueur qui a pas beaucoup de temps de jeu, pour une fois, on lui donne sa chance parce que on l'a fait jouer. Je trouve qu'il a répondu présent et c'était cool de le mettre en avant aujourd'hui. C'était étonnant qu'il soit titulaire d'ailleurs. Très étonnant, Pour le flanc, en plus à la place de Jugla, c'était un pari. Ou Talbi d'habitude. Paris osé, après Talbi, il était pas là. Hein. Il est capable de le faire quand même. Normalement, les derniers matchs, il a joué. Ah, je pensais qu'il je me souviens plus. Mais Vetlesen, non, je savais plus si Talbi il était rentré ou pas. Mais Vetlesen sur le flanc gauche, c'est quand même un pari osé. Du côté de... Oui, c'est un joueur d'axe, c'est pas du tout un joueur de côté. Ouais, c'est ça. Donc franchement, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Je me disais, Bruges, je sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont jouer sur le contre ou pas? J'ai pas trop compris. Mais pari payant, comme le dit Xavier, donc tu fais bien de le prendre. Et pour ma part, j'ai choisi évidemment Adriano Bertaccini. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Saint-Tron joue, il marque en fait, tout simplement. C'est incroyable. Ce garçon est un peu le Pippo Inzaghi du championnat belge. Il me rappelle feu évidemment François Sterkele, évidemment paix à son âme, qui est bien évidemment été un buteur absolument incroyable dans le championnat de Belgique. Il a trouvé le club qui lui y allait parfaitement et résultat des courses, il termine la saison avec 21 buts, meilleur buteur de l'histoire sur une saison du club de Saint-Tron. Bravo Adriano Bertaccini, bravo pour cette saison absolument dingue. Et puis tout simplement c'est lui qui est en tête pour le moment. Donc dans ce Football Time Award, ça veut donc dire qu'on va passer certainement un très bon moment. Peut-être dans les prochaines semaines avec lui. On vous révélera ça évidemment prochainement. Mais pour terminer justement cette salve de 4 joueurs, c'est à vous évidemment de choisir le joueur bonus. Comme d'habitude, rendez-vous sur X, rendez-vous sur Instagram. Et surtout, choisissez quel sera votre joueur favori parmi les 4. Soit Stulic, soit Sadiki, soit Vetlesen, soit Adriano Bertaccini. C'est à vous de jouer à présent sur les réseaux. En tout cas, c'est un plaisir, évidemment, d'avoir pu vous accompagner, d'avoir pu lire aussi les différents sondages. Merci à vous pour votre fidélité. Et on passe maintenant au temps additionnel. Quels vont être les joueurs qui performeront le week-end prochain, mon cher Quentin? Il y a de moins en moins de possibilités. Plus de playoff 3. En playoff 2, plus aucun enjeu parce qu'il n'y a plus aucune équipe qui doit gagner pour quelque chose. En playoff 1, il n'y a plus que 2 équipes qui ont un enjeu, c'est Bruges et l'Union, parce que dans le reste, il n'y a plus aucun enjeu. Donc j'ai pris Anthony Maurice, le gardien de l'Union Saint-Gilloise. C'est quand même que 2 goals encaissés en 8 rencontres de playoff. Donc contre les 5 autres meilleures équipes du championnat, je trouve ça hallucinant comme statistique. Prendre avec lui, un guerrier, avec son masque, tel un gladiateur, tel un warrior. McAllister, c'est vraiment quelqu'un qui a du mordant. Après, dans la défense, dans les jeux de fantasy et également dans les scorings, dans les datas, il y a Mekele et il y a De Kuiper qui, même s'ils vont Anderlecht, font toujours des scores vraiment incroyables. Vous en avez parlé précédemment, c'est Kayembe, l'homme d'expérience sur son côté gauche qui peut toujours faire du mal. Ça joue contre la Gantoise, donc il pourrait même délivrer une passe décisive, pourquoi pas en tant que défenseur gauche. Milieu de terrain attaquant, beaucoup plus compliqué. Là, j'ai un pour chaque poste et ce sera à chaque fois un Brugeois, Hans Van Aken, qui joue contre Anderlecht. Hans Van Aken qui a été décisif ce week-end contre Genk. Et puis un autre, il a joué 3 fois contre Anderlecht cette saison. Il a été décisif dans tous les matchs. C'est le grec Tsolis.
Et oui, Christophe Solit, effectivement, qui avait gagné quand même pas mal de points hein, durant les playoffs de notre côté sur le Football Time Award, un joueur très très fort effectivement, qui attire déjà l'œil à l'étranger. C'est pour ça que Bruges regarde un peu des joueurs comme Leo Cienza notamment, de Heidenheim, etc. Ça regarde sur le côté de l'aile gauche parce qu'il y a possibilité évidemment de départ. En tout cas, merci beaucoup Quentin. Avec plaisir. Merci beaucoup et puis surtout merci à vous messieurs pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission bilan. Ce sera la dernière de l'année. C'est un plaisir évidemment d'ores et déjà. Merci à vous de débattre football belge. J'adore. Je passe des super moments avec vous. Et puis surtout, nous passons d'excellents moments avec vous. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. On vous dit simplement à la semaine prochaine. Ciao, ciao.